Hier, lors d'une séance de la Chambre des Faisceaux, en présence de Mussolini, des députés fascistes italiens, au cri de Méditerranée Mare Nostrum et Corsica Noi, ont revendiqué l'annexion de la Corse à l'Italie. Les Corses réagissent violemment et d'une façon absolument unanime. Ils sont français, ils entendent le demeurer, et c'est à ce moment-là que sera prononcé ce fameux serment au pied du monument aux morts de la place Saint-Nicolas. Sur nos berceaux et sur nos tombes, nous jurons de vivre et de mourir français. Depuis le 10 septembre 1939, la guerre entre la France et l'Allemagne semblait se figer et s'éterniser. Elle prend soudain un tour dramatique en mai 1940. L'armée française bat en retraite, disloquée par les chars allemands. Sur les routes, les populations des régions envahies sont réduites à un douloureux exode. L'Italie, qui jusqu'alors était restée dans une prudente réserve, voyant la France en détresse, lui porte le coup de grâce. La France est au seuil de la défaite et de la capitulation. En France, la défaite est une menace pour l'indépendance nationale. Mais pour les Corses, c'est davantage. C'est la perspective d'un déracinement, car les Corses n'accepteront pas de perdre leur nationalité, de changer de patrie. Quelques jours après l'armistice, conclu face à l'Allemagne, la France signe avec l'Italie une suspension d'armes qui arrête les combats. Selon les clauses de l'armistice, la France est divisée en deux zones. La zone nord avec les côtes atlantiques, c'est-à-dire plus des 2/3 du pays, est occupée par l'armée allemande. Des forces militaires françaises sont maintenues en zone sud, où siège à Vichy le gouvernement du maréchal Pétain. La Corse s'installe sans joie dans cette illusoire liberté. Elle écoute les voix du monde, celles qui parlent d'avenir. L'espoir qui renaît à l'appel de Londres, puis en juillet 40, si j'ai bonne mémoire, la commission d'armistice qui arrive, mais qui se montre très discrète, que l'on ne voit pas. Cette période dure 28 mois. Malgré la discrétion des Italiens, en dépit de leur propagande rassurante, en Corse, on se méfie. Selon que l'on écoute Londres ou que l'on ne l'écoute pas, la Corse se range derrière Pietri ou derrière Landry. La tradition des clans, profondément ancrée dans ce pays, s'alimente de cette alternative. Le maréchal Pétain avait, surtout au début, de nombreux partisans. Londres a eu de nombreux partisans, dont le nombre d'ailleurs s'est amplifié au fur et à mesure que les jours passaient et que l'histoire s'écrivait. L'histoire de la résistance corse commence véritablement à s'écrire. L'opposition au gouvernement de Vichy motive et rassemble les communistes. Ils sont 300. Ils se comptent. Le Front National prend forme dans tout le pays, jusqu'au plus reculé des villages. Dans toute la Corse, la lutte contre l'occupant commence. Pour l'amener ici, le Front National compte sur vous. S'il en est qui, pour des raisons familiales ou personnelles, ne peuvent se donner corps et âme à la résistance, ils ont le droit de se retirer sans même fournir d'explications. Il est seulement convenu qu'ils n'auront rien vu ni rien entendu de ce qui s'est passé ici ce soir. Je vais vous donner lecture du manifeste du Front National. Il ne sera pas dit que le pays de Sambouk... Parallèlement au Front National, d'autres îlots de résistance s'organisent. Fred Scamaroni, envoyé des forces françaises libres,
crée un réseau de renseignement qui prend nom SR2 Corse. Et je vois ce qu'elle marronne encore aujourd'hui, par la Pantée. Et nous avons jeté les bases de la résistance future. Nous avons cherché des baies pour recevoir des sous-marins et des terrains pour recevoir des parachutages. Nous avons également rassemblé quelques noms pour organiser la résistance en Corse. Après ça, Scamaroni est parti, il a rejoint son pote en me disant « Ne le dis à personne, mais dans moins d'un mois, je suis à Londres. Et de Londres, je te passerai un message en t'annonçant mon arrivée. » Répondant au débarquement allié en Afrique du Nord, les forces allemandes envahissent la zone libre. Les forces françaises sont désarmées, la France entière passe sous contrôle allemand. L'initiative alliée en Afrique du Nord modifie profondément les données géographiques du conflit. La Méditerranée, qui jusqu'alors avait été tenue à l'écart des combats, devient le lieu où vont s'affronter les stratégies. On espère que les Alliés gagneront les ennemis de vitesse et que Américains, Anglais et Français viendront occuper la Corse avant les ennemis. Et vers les 2 heures de l'après-midi, les bateaux italiens apparaissent à l'horizon, là-bas. Ils arrivent en nombre. On en a évalué une trentaine de mille dans les premiers temps. Ils arrivent avec un matériel considérable. Et au matin, nous voyons cette flotte italienne dans le port de Bastia, avec un serrement de cœur que vous imaginez. Les forces françaises, nous avons décidé avec le général Mollard et le général de Ligne qu'elles ne pouvaient pas affronter les forces italiennes, qu'elles risquent d'être désarmées. Et le bataillon autonome de Corse prit la route et gagna la Castagniccia le matin même. Les seules forces, mais elles sont dans la volonté du peuple corse, qui n'a pas envie de courber le dos, qui n'a pas envie de s'agenouiller. La voilà cette force. Immédiatement, la direction fédérale du Parti communiste se réunit. Cette réunion a été très brève, car cette éventualité avait été envisagée. Il avait été décidé, au cas où les Italiens occupaient la Corse, nous devions nous répartir chacun dans une région pour renforcer les mouvements de résistance qui existaient déjà. Cette décision a été prise en quelques minutes, car on n'avait plus qu'à l'appliquer. Les Allemands s'avancent vers Toulon dans le but de s'emparer de l'escadre. La flotte française se saborde, sans navire, dont la France sera à jamais privée par les mers et les océans du monde. Le sous-marin Casabianca est l'un des rares bâtiments qui osent échapper à l'emprise allemande. Le commandant L'Herminier le mène sans encombre à Alger. Après notre évasion de Toulon, le 27 novembre 1942, nous avons, après un court séjour à Alger, repris la mer à seule fin de pouvoir amener sur les côtes de Corse les personnes qui doivent diriger les mouvements de résistance, autrement dit le réseau Perle-Harbour, que dirige le colonel de Saulles, accompagné du radio Griffy. Nous allons donc débarquer dans la baie de Chionil, ces premiers éléments qui doivent par la suite prendre contact avec les gens de la résistance qui se trouvent en Corse. J'arrive ici avec la mission Perle-Harbour, nous débarquons d'Alger. Nous avons comme mission de prendre le plus rapidement possible contact avec les patriotes de la région et nous avons décidé de rejoindre le hameau de Revenda. Au cours de notre voyage, nous rencontrons le curé de Cargèse qui demande à M. Antonini de bien vouloir nous prêter son concours avec 3 mulets. Bonjour, M. Antonini. Venant d'Alger ou de Londres, chaque réseau est doté de moyens radio qui, même rudimentaires, donnent aux missions de renseignement leur raison d'être. Je viens d'être mis en contact il y a quelques jours avec le commandant de Saulles qui m'a confié mission d'organiser le service de renseignement dans le nord de la Corse et en Balagne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je me trouve ici au Café Riche, à l'angle de la véranda de ce café qui borde le boulevard Paul. Je sais que dans le port viennent d'arriver 2 transporteurs de troupes et je sais aussi que les militaires qui font partie de ces convois vont être dirigés sur Biguglia où ils sont rassemblés dans un camp pour être redistribués dans toute la Corse. Ils vont par conséquent emprunter l'avenue Carnot
et le boulevard Pavle. Et de l'endroit où je suis, je vais avoir la possibilité de dénombrer ces militaires, très simplement d'ailleurs, en comptant la file de soldats qui va passer devant moi. À Bigouille, il y a d'autres agents de renseignement qui se trouvent là-bas et qui vont essayer de savoir exactement où vont être réparties les troupes qui sont rassemblées par conséquent dans ce camp. Il y a un moyen qui va être employé par eux, c'est d'essayer de récolter le plus possible de lettres et surtout d'enveloppes de ces soldats. Ils vont naturellement les prendre là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans des feuillets, et ils vont ensuite me les faire parvenir pour que nous puissions exploiter ces renseignements. Les renseignements ponctuels, fragmentaires, parviennent à la direction des états-majors par le chemin des ondes, donc à découvert. Ils sont codés. Les messages destinés à l'état-major interallié à Alger sont chiffrés et codés sur la base de 10 clés qui ont été extraites de l'épigramme de Boileau à Racine en 1864 lors de l'incendie de Port-Royal. Ces clés étaient ainsi conçues. Racine plein ma destinée. C'est demain la triste journée où le poète Desmarais, armé de cette même poudre qui mit le Port-Royal en poudre, va me percer de 1000 traits. C'en est fait, mon heure est venue. C'en est fait, mon heure est venue. Non que ma muse, soutenue de tes judicieux avis, n'ait assez de quoi le confondre, mais, cher ami, pour lui répondre, hélas, il faut lire Clovis. Fred Scamaroni revient de Londres, comme il l'avait promis. Il a des directives précises. Dans cette rue des Mimosas, je rencontre pour la première fois Fred Scamaroni, venu directement de Londres pour mettre sur pied un réseau FFL. Il nous demande la réunification des mouvements de résistance sous sa responsabilité, sous sa direction. Le Front National a une conception qui est différente de celle de Fred Scamaroni et des FFL. Les FFL veulent un réseau qui fasse exclusivement du renseignement et ils attendent la libération de l'étranger, des alliés. Le Front National, lui, veut la mise sur pied d'une organisation de résistance en vue du combat. Il fait appel à tous les patriotes corses dans tous les villages pour qu'ils s'organisent en vue de la libération de l'île. Cette différence de conception fait que nous n'arrivons pas à nous entendre. À ce moment-là, moi j'ai voulu le contacter parce que j'avais l'impression que dans son équipe, de grosses imprudences étaient commises et j'avais peur pour lui. Un jour, nous prenons contact, on fixe un rendez-vous et si nous avions eu ce rendez-vous, eh bien Scamaroni ne serait pas mort à ce moment-là parce que nous l'aurions averti. Malheureusement, il a eu 24 heures de retard, le rendez-vous a été manqué, le lendemain soir, il s'est fait arrêter. Je suis dans une cellule mitoyenne de Fred Scamaroni. Il s'apprête à mourir, il s'adresse à nous en disant « Vous direz à maman, vous direz à ma sœur que je meurs content. » Et il prend un morceau de fil de fer, il se saigne en écrivant ces mots « Vive la France, vive la patrie ». D'ailleurs, dans un rapport des Italiens, on lui a arraché les ongles, on lui a passé du fer rouge et il est mort très courageux. Scamaroni n'a pas parlé. L'état-major allié conçoit à Alger un plan de libération des îles méditerranéennes. Aucune action n'est prévue sur la Corse. Dès le 12 janvier, l'état-major du général Giraud a prévu l'opération, mais il y avait tellement d'impossibilités qu'il a dû renoncer à la déclencher dans l'immédiat. D'abord en raison de la distance. Ajaccio se trouve à 800 km d'Alger et envoyer un convoi faire ces 800 km alors qu'on n'a pas d'aviation, c'est un véritable suicide.
c'était impossible, d'autant plus que l'aviation de l'Axe se trouvait en Provence, dans le Piémont et dans la péninsule, à 150 km. C'était vraiment une chose impossible. Il y avait en plus le compartimentage du terrain qui obligeait à faire des opérations fractionnées. Et aussi, nous n'avions qu'un seul port, Ajaccio, et un seul terrain, celui de Campo dei Loro. Voilà toutes les raisons qui ont fait abandonner cette opération, mais on y pensait tout le temps. Les Italiens disent « nous vaincrons ». Les Corses demandent à voir. Le Front National poursuit l'édition de la presse clandestine. La résistance édite des journaux avec les faibles moyens qu'elle a. Au début, c'est une Gestetner qui est prise avec la complicité des postiers à Ajaccio, qui est d'ailleurs en mauvais état, qui est réparée par un gendarme. On sort les premiers numéros de Terre Corse. Ensuite, on a un coup de main sur Bastia qui nous permet de prendre des caractères et de monter notre imprimerie principale qui se tient aux environs de Port, dans une grotte. On a édité tous les Terres Corse, tous les Patriotes, tous les tracts qui ont été édités en direction des Italiens et qui les appelaient à se désolidariser des fascistes allemands. La police fasciste italienne, leur Gestapo, c'est l'OVRA. Des menées répressives se font de jour en jour plus actives. Il y a quelques jours, l'un de mes camarades, Casanova Dominique, a eu l'occasion d'héberger un radio qui devait émettre des renseignements jusqu'à Alger. Ce radio a émis, les Italiens ont eu la possibilité de détecter ces émissions, de savoir exactement où il émettait, et ils ont tout de suite cerné le pâté de maison d'où provenait l'émission, à la recherche naturellement de ce poste émetteur. L'un de ces Italiens qui se trouvait sur les toits a tiré à un moment donné sur une antenne. Il s'agissait de l'antenne du poste émetteur. Le radio qui était en train d'émettre est passé sur la terrasse et s'est aperçu qu'on en voulait à son antenne. Il a eu tout juste le temps de disparaître. Les répressions de l'OVRA déciment les organisations de résistance. Le réseau Pearl Harbor est particulièrement menacé. Son chef de Saule, dit Tournier, doit fuir la Corse. Un sous-marin anglais vient le récupérer. Nous sommes au mois d'avril 1943 sur la plage du Trave aux côtes orientales de la Corse. L'équipe de sécurité chargée de protéger l'opération de débarquement est en place depuis 10 heures du soir. Le radio Griffy et moi-même sommes au milieu de la plage et nous scotons la lettre F qui doit être aperçue du sous-marin de manière à mener les denguis juste en face de nous. À 2 heures du matin, nous trouvons en présence de soldats qui ne sont révélés être des soldats anglais. Le commandant de sol s'en va et un autre monsieur que je ne connais pas arrive. Salut, Paul Césari. Je remplace Tournier et Scamaroni. À votre disposition. Suivez-moi. D'accord. Le nouveau venu veut oublier les rivalités de réseau. Il prêche pour une résistance unie, efficace, avant tout tournée vers l'action. Aujourd'hui a lieu notre premier parachutage, terrain Condor. Le message a été capté. Il aura lieu cette nuit. Les dispositions ont été prises. D'abord, sur ce terrain, 3 feux seront allumés tout à l'heure. À droite, à gauche, formant la base, derrière moi, en pointe. Vers chacun de ces feux, un groupe de 3 hommes va se dissimuler, armes en main, prêts à tirer en cas de besoin et à porter secours à ceux qui sont menacés. L'avion est annoncé. Nous entendons son moteur ronfler. Il tourne au-dessus de nous. Avec ma torche, dans le sens de la pointe, par où il arrive, je lui fais le signal convenu. Il me repère. Il fait un passage au-dessus de moi, s'en va tourner vers les montagnes et revient lentement face à moi. Je confirme la lettre de convention et à ce moment-là, dans un rase-motte, il lâche ses parachutes. La première vague tombe, mais le vent est trop fort. Les parachutes sont déportés. Sagement, d'instinct, le pilote sait qu'il ne doit pas larguer totalement sa cargaison, qu'elle s'en irait tomber dans des ravins inaccessibles. Il fait un second passage et lâche à nouveau ce qui lui reste de son chargement. Les conteneurs descendent, portés par les parachutes.
L'un d'eux, malheureusement, se décroche. Le conteneur, en arrivant à terre, fait explosion. Cela suffit pour alerter l'ennemi. Nous savons que nous sommes en danger. Nous nous hâtons de rejoindre les conteneurs, de rassembler les cordages, de lier les parachutes, d'ouvrir le ventre des conteneurs et chacun d'emporter sa cargaison, se dirige vers les montagnes, vers des grottes que nous avons déjà repérées, et en l'espace d'une heure, plus rien n'existe ici qui laisse voir la trace de notre passage et de notre travail. La résistance est rentrée dans l'ombre avec ses armes, prête demain à se lancer au grand jour dans le combat final. Sur tout le territoire, les parachutages d'armes et de munitions se multiplient. Les terrains sont répertoriés, identifiés. Condor, vautour. Cette activité de la résistance rend les hommes de l'OVRA plus vétilleux, plus agressifs. Un émissaire venu d'Alger m'attend sur le sous-marin. Je vais passer avec lui 24 heures sur le fond et faire rapport de ma mission. Ribel, à demain soir. Au revoir. À ce moment-là, le poste italien ouvre le feu avec une arme automatique et des armes individuelles sur le sous-marin et sur le dinghy. Nous commençons à évacuer les armes. Le commandant ne reviendra pas. Il reste à bord du sous-marin. La police italienne resserre son étreinte. La résistance paye le prix fort, mais ses maillons, un instant brisés, se reforment aussitôt. Il y a 2 inspecteurs de Louvre qui sont entrés à la brasserie Nouvelle. Nous sommes à la brasserie Nouvelle. C'est le 17 juin 1943. Il est 19h. Il y a là André Giusti, Jules Mondoloni, Piero Stefanagi et le garçon André Carle qui est des nôtres, et nous discutons de la situation. À ce moment-là, 3 agents de l'OVRA, précisément, interviennent dans la brasserie, se dirigent vers nous et nous demandent nos papiers. Nous nous exécutons d'autant plus volontiers qu'ils sont faux. Après vérification, ils nous font asseoir et ils ressortent dans la rue. Puis, quelques instants après, ils sont au nombre de 5 qui se dirigent vers nous. Ils veulent nous fouiller. Nous avons trop de papiers compromettants, nous sommes armés et la seule riposte à leur demande, c'est de tirer sur eux. À ce moment-là, Jules Mondoloni sort, revolver au poing, il est blessé et il va mourir 2 jours après. Quelques instants, il les voilà de nouveau vers nous. À ce moment-là, c'est Giusti qui sort, revolver au poing, mais blessé mortellement, il va mourir au premier étage de l'immeuble en face. La fusillade de la brasserie Nouvelle à Ajaccio, les arrestations qui s'en sont suivies, le système de surveillance et de répression plus intense que jamais de la part de l'ennemi ont fait que la Corse est coupée d'Alger et n'a plus aucune liaison. Dans la nuit du 2 ou 3 juillet, nous débarquons donc ici, mon radio Le Fustec et moi, du sous-marin Casabianca. Nous sommes accompagnés d'un chargement de 12 tonnes d'armes et de munitions, bientôt suivi d'un autre de 15 tonnes d'armes et de munitions, ce qui fait en tout 27 tonnes. Venant de l'intérieur du pays, les équipes de muletiers et d'hommes, de toutes sortes de bêtes de somme, font en sorte que de la plage, nous remontions vers Castres et pendant 1 mois d'effort, nous mettons nos armes en sécurité afin de les distribuer à ceux qui vont s'en servir. Notre effort est long, trop long. Nous sommes dans un pays occupé, surveillé. L'ennemi sent notre présence, découvre notre action. Nous sentons nous-mêmes que pour se prolonger tout autant, nous sommes à la veille d'un coup dur. Au dernier jour de notre effort, lorsque tout est terminé, lorsque nous nous apprêtons à lever l'ancre, le coup dur nous arrive et l'ennemi nous tombe dessus. Nous ne sommes plus que 2 dans cette maison. Nous restons pour évacuer les dernières armes et munitions. Tout à coup, nous nous apercevons que 2 colonnes de carabiniers nous encerclent. Ils nous somment de nous rendre. Nous leur répondons en leur tirant dessus. Le feu dure une vingtaine de minutes environ. Puis, n'ayant plus aucune munition, nous décidons à partir. Nous sautons dans la cour et c'est là que mon camarade a été blessé
une balle, il est immobilisé et il me conseille d'essayer de m'échapper. Les patriotes sont à bout de nerfs. Ils n'en peuvent plus. Il n'y a de seule source de salut pour eux que dans la fuite en avant. Ils parlent même de démarrer tout seul et de lancer l'insurrection. Je réponds non de toutes mes forces. La raison, c'est que l'ennemi est trop fort pour nous. Nous ne sommes pas encore assez armés. Nous ne sommes pas encore assez ravitaillés. Nous n'aboutirons qu'à décapiter la résistance et à faire massacrer les populations. Et pour leur faire prendre patience, j'envoie un message à Alger. Je demande une décision. Giraud répond par télégramme. Libérez vos otages, vengez vos martyrs, mais surtout ne vous soulevez pas. Autrement dit, allumez l'incendie, éteignez-le tout de suite. Le maréchal Badoglio remplace Mussolini à la tête de l'Italie, où les forces alliées progressent. Badoglio tente de maintenir un subtil double jeu entre Allemands et Alliés. S'il a l'air de pratiquer le double jeu en disant que la guerre continue, en fait, de cœur, il ne demande qu'une chose, c'est d'arrêter les hostilités et de prendre parti pour les Alliés. Des éléments antifascistes de l'armée italienne d'occupation souhaitent entrer en liaison avec la résistance corse. Les premiers contacts sont réticents. Nous sommes informés qu'un colonel de chemise noire du nom de Gianni Cagnoni désire rencontrer un des chefs de la résistance. Après une courte délibération, on me désigne pour le rencontrer. Et je prends contact avec lui, et nous nous rencontrons dans un bar-tabac de Bastia, chez Joseph Gambotti. Le Cagnoni, commandant de l'organisation anti-sbarco, c'est-à-dire destinée à empêcher le débarquement des Alliés, et ils se mettent à notre entière disposition pour donner tous les éléments dont ils disposent. C'est à cette occasion que nous recueillons un document d'une extrême importance. Les éléments résolument fascistes de l'OVRA, irrités par les divisions qui lézardent le corps italien, se montrent encore plus implacables qu'auparavant. Les prisons de Bastia, d'Ajaccio et d'ailleurs sont pleines de patriotes qui attendent leur jugement. Jean Nicoli est de ceux-là. Nous sommes arrêtés le même jour. D'Ajaccio, nous sommes amenés enchaînés à Bastia. Le procès a lieu. Jean Nicoli est condamné à mort et refusant d'être fusillé dans le dos, il est pratiquement décapité par ses bourreaux. Griffi est vraiment une figure très importante de la résistance en Corse. Au tribunal, il a eu un comportement digne d'un soldat se battant, à tel point que le tribunal a été obligé de rendre hommage à son courage et à son attitude. La répression de l'OVRA, l'impatience croissante des patriotes assoiffés de vengeance, tendent à l'extrême une situation qui ne peut plus, comme telle, s'éterniser. Il faut qu'Alger en soit informé autrement que par radio. Nous avons reçu il y a quelques heures le message à Ajaccio nous indiquant l'arrivée du Cadabianca pour la nuit. Nous sommes mis en route immédiatement et nous sommes d'ici, après quelques heures de marche, dans la baie de la Tiontre, située au large de Cap d'Ifen. Nous abordons notre 6e mission de dépôt d'armes sur le territoire corse et nous avons la chance de leur apporter cette fois-ci des armes anti-tank. J'envoie immédiatement et de 5 minutes en 5 minutes la lettre N, c'est-à-dire un trait, un point, pour indiquer aux sous-marins notre position et l'endroit où les bateaux doivent arriver avec les armes. Nous allons pouvoir, dès que les rubberboats seront gonflés, pousser vers la plage pour prendre contact. Les bateaux de débarquement approchent. Il y en a plusieurs. Ils approchent. Ils arrivent. Ils sont là. Des gars de France, des marins, débarquent armés pour prendre position alentour et nous protéger. Les armes sont débarquées. Les bateaux vont rejoindre le sous-marin
nous embarquons Giovanni qui rejoint Alger pour prendre contact avec l'état-major. Je pars à Alger dans la nuit du 6 septembre. Après une nuit et une journée de voyage, la nuit en surface et le jour au fond, et nous arrivons à Alger le 8 septembre au matin. Je suis conduit dans les locaux où je remets le document et le général Giraud m'invite à sa table le lendemain. Le général Giraud considère qu'il faut d'abord réorganiser son armée et que de là naîtra une unité nationale. Le général de Gaulle, au contraire, est bien placé pour savoir qu'il faut d'abord politiquement remettre la France sur les rails alors qu'elle n'est pas acceptée par les Alliés, qu'elle n'a sa place nulle part. Il y a là une différence fondamentale sur le plan politique. Les moyens du général Giraud sont très faibles. Il n'a pas d'aviation. Il a quelques bateaux, les 2 croiseurs légers Fantasque et le Terrible. Il a les sous-marins, dont le Casabianca. Mais il a des moyens terrestres suffisants pour faire l'opération dès qu'on sentira une amélioration de la situation. Les Italiens sont encore nombreux. On ne sait quel parti ils vont prendre. Menacés par les Alliés, les troupes allemandes quittent la Sardaigne et passent en Corse, direction Bastia. Les contacts radio se multiplient et renseignent les états-majors sur les mouvements et les concentrations de troupes ennemies. Message à transmettre à Alger. Brigade SS das Reich organise dépôt logistique à Quens, comprenant plusieurs tonnes carburant, armement lourd, munitions artillerie, vivres, moral latin, patriotes pré-combat. Notre situation s'améliore. Les autres mouvements de résistance prennent conscience de la force du Front National, des efforts déployés, des réussites accomplies, et chacun nous rejoint, nos effectifs enflent. Mais nous ne sommes pas encore assez forts pour faire face seuls aux forces considérables de l'ennemi. L'armistice est signé aujourd'hui entre les Alliés et l'Italie. Nous sommes le 8 septembre 1943, il est 19h. Le comité cantonal du Front National est réuni en présence de Maurice Choury, qui vient de recevoir le message d'alerte. Nous sommes dans la boutique de M. Jean Bessières, il est 19h. Un brouhaha dans la rue, Jean Bessières sort, et en même temps Pierrot Pagès arrive. Et j'annonce que l'Italie vient de capituler et que la population en est avertie et qu'il faut absolument mettre en route notre plan qui a été prévu par le comité départemental. Nous sommes le 9 septembre 1943, nous avons 30 ans. Il est 10 h du matin, nous descendons des jardins des Olivettes, nous avons 10 000 Ajacciens derrière nous, et arrivé sur cette place, Maurice Choury, au nom du comité départemental du Front National, proclame le rattachement de la Corse à la France libre et indique que les 9/10 de la Corse sont soulevés. Et ensuite, il me passe la parole. Et pour la première fois en France, on fait élire un conseil municipal par les jeunes, les femmes et l'ensemble de la population. C'est-à-dire que pour la première fois, la résistance donne le droit de vote à l'ensemble de la population. Maurice Choury me demande de prendre quelques hommes et d'aller m'assurer de la préfecture. Nous fonçons vers la cour d'honneur où se trouve rassemblée une section de GMR. Cette section de GMR a posé 2 fusils mitrailleurs en batterie et feu croisé sur le portail. Tous les autres hommes se trouvent armes aux pieds et revolvers aux mains. Nous annonçons à tous ces gens-là de lever les bras et de jeter leurs armes, ce qu'ils font immédiatement. Ensuite, on appelle la population à se rendre avec nous à la préfecture où, avec le comité départemental, c'est-à-dire Maurice Choury et moi-même, nous faisons ratifier la proclamation qui va être affichée dans l'ensemble de la Corse. À ce moment-là, la manifestation qui arrive de la mairie arrive vers la porte que nous faisons ouvrir. Je me souviens quand Maurice a lancé la fameuse phrase disant « Bientôt, l'aigle s'envolera, volant de clocher à clocher, d'Ajaccio autour de Notre-Dame », l'ambiance qui s'est déclenchée, les drapeaux qui claquaient, la foule qui hurlait et la Marseillaise qui éclatait, prise en chœur par toute la foule. La préfecture étant ceinturée par les patriotes, c'était gagné à moitié. À ce moment-là, il fallait
prouver aux autorités encore en place que c'était nous qui avions raison et il fallait les amener à nous. Nous avons posé la question au préfet et moi-même, je lui ai dit, monsieur le préfet, êtes-vous avec nous ou contre nous? Il a répondu, messieurs, je suis avec vous. À ce moment-là, c'était gagné. On a édité le premier numéro légal du Patriote qui a été diffusé d'ailleurs même dans des endroits où encore étaient les Allemands. Et en même temps qui était collée d'ailleurs l'affiche du comité départemental érigé en conseil de préfecture qui proclamait le rattachement de la Corse à la France. Les patriotes réagissent dans une allégresse considérable. Les mitraillettes pétaradent comme au plus beau soir d'une victoire électorale. Mais ça, c'est du jeu, c'est de la joie. Il y a autre chose à faire, je m'y emploie. Mon premier temps est d'envoyer une sorte d'ultimatum au général commandant en chef, le corps expéditionnaire italien, et je le somme de nous faire savoir s'il se range à nos côtés comme il en a reçu l'ordre de Badogle, s'il veut rester neutre, ou si au contraire il continue à rester fidèle à l'Axe. La réponse m'arrive le soir même. Avec vous. Je lance donc l'ordre d'insurrection et je précise. Il s'agit de ne se battre que contre l'Allemand. On ne tire pas sur un ennemi à terre, aujourd'hui notre ami. Nous décidons de rentrer en contact avec Alger. Le radio de la préfecture, qui se trouve par ici, est entré immédiatement en contact avec le ministère de l'Intérieur, mais à chacune de nos interventions, le mot de Cambronne merde nous était répété. J'envoie sur Alger un message qui expose succinctement la situation. Les forces allemandes de Sardaigne se concentrent sur la plaine orientale. 100 chars de la 90e Panzer opèrent sur l'île. Les Italiens disputent Bastia aux Allemands. Les patriotes prennent position sur l'arête dorsale de l'île. Je conclus, la Corse, aux 3/4 libérée, attend votre arrivée. Le général Giraud, en dépit des réserves de l'état-major allié, décide l'opération Vésuve. Nous partons d'Alger à plus de 100 hommes grâce à l'audace du commandant L'Herminier et à l'ingéniosité des hommes du beurre. Dans la matinée du 12 septembre, nous avons reçu d'Alger un message nous signalant qu'un bâtiment de guerre arriverait dans la nuit. Nous faisons immédiatement transmettre par nos radios le message indiquant l'endroit où le sous-marin devra retrouver le pilote. Nous apprenons que c'est le pilote du port qui vient mettre ses services à la disposition du commandant pour nous diriger dans le chenal, car la baie est évidemment minée. Il faut donc prendre certaines précautions. Nous qui sommes sur les quais d'Ajaccio, voyons vers les 1h30 du matin une forme noire se présenter à l'entrée du port. Nous attendions certainement un bateau de surface, nous voyons que c'est un sous-marin. Le commandant abat sur la gauche, nous commençons à voir le quai noir de monde et d'un seul coup on se met à tirer, nous pensons que c'est peut-être des Allemands. Les Ajacciens, très heureux de voir un bateau français qu'ils n'ont plus vu depuis très longtemps, tirent, comme il est de tradition en Corse, des rafales de mitraillettes pour signaler leur allégresse. Ils dépensent d'ailleurs ces munitions que nous avons eu certaines difficultés à déposer sur leur sol pour pouvoir les approvisionner. Le bateau s'approche du quai et les premiers éléments du bataillon de choc que nous ne connaissions pas commencent à débarquer. Nous sortons un à un, tel d'un cheval de Troie, innombrables. Et nous mettons pied dans une foule délirante. Nous sommes sur la terre de France. Notre vœu de délivrer notre pays va pouvoir s'accomplir. Quelques heures plus tard, le Fantasque, le Terrible, sont en vue d'Ajaccio. Le bataillon de choc débarque au complet. Les chasseurs du bataillon de choc vivent ici, à leur arrivée à Ajaccio, les heures les plus poignantes de leur vie. Ils arrivent dans un décor féerique. Il y aura un énorme silence et une Marseillaise vibrante va tout d'un coup s'élever de cette population. Alors nous croyons vraiment que le jour de gloire est arrivé et nous allons débarquer. Et nous n'arrivons pas à infiltrer nos hommes au milieu de toute cette population. Et ils seront happés par la population, complètement happés,
à tel point que je ne sais plus où en est mon bataillon. Malheureusement, du 14 au 18, les troupes sont restées aux environs de la ville, n'ont pas été plus loin qu'à 15 km et on a perdu un temps précieux. Le bataillon de choc est resté parce que l'ordre lui avait été donné de garder la tête de pont d'Ajaccio. Et le commandant du bataillon de choc ne s'accommode pas de cette situation. Il n'a qu'une idée, c'est de rejoindre les patriotes. Et alors il est obligé malgré tout de ronger son frein, d'exécuter la consigne. Et il faudra attendre l'arrivée du général Martin le 17 pour qu'il soit déployé dans toute l'île, une compagnie vers le sud, une vers le centre et une vers le nord. Pendant plus d'une semaine, les patriotes assument seuls les opérations de harcèlement. Le maquis retrouve son printemps. Relevé de sa garde autour d'Ajaccio, le bataillon de choc se mêle aux actions des patriotes. Les combats s'engagent un peu partout. Le relief tourmenté multiplie l'opportunité des engagements. Ils sont innombrables. Nous en choisissons 4 à titre d'exemple. L'Ospedale domine la baie de Porto Vecchio et les Allemands arrivent de Bonifacio pour regagner Bastia. C'est donc un point idéal pour l'attaque de convois. Nous sommes la deuxième section de la première compagnie du bataillon de choc et nous arrivons pour attaquer cette usine par la saignée de terrain qui se trouve plus en arrière. Lévis veut dire les routes. Lévis, c'est un nœud routier de la plus haute importance qui tient Lévis et les sommets qui le dominent est maître du sud de la Corse. Les troupes italiennes et les troupes allemandes se disputent le port. Après avoir rencontré les patriotes de Conca, nous arrivons à détruire 5 camions allemands chargés de troupes et nous nous replions immédiatement sur le village. Une colonne allemande venant de Coenza, d'environ 12 véhicules, se présente exactement où nous sommes. Les partisans sont postés derrière les maisons et dans les jardins qui dominent la petite rivière. Notre progression s'effectue très lentement et avec prudence car nous sommes en plein jour pour finalement que tout le dispositif soit étalé dans le lit de la rivière. Finalement, la colonne est mise en pièces. Et tous les groupes partent en même temps et à ce moment-là, dans tous les bâtiments, a lieu un combat de corps à corps très très proche, à coups de mitraillette, à coups de poing, à coups de grenade, si bien que les éléments allemands qui sont là, en quelques minutes, sont pratiquement submergés. Le lendemain, une attaque allemande est lancée sur le village. Le pont de la Rajo saute. Dans ces combats qui sont des combats de rue finalement, hein, il y a un gigantesque désordre. On sait très bien ce qu'on veut faire, on sait très bien où on va, on sait très bien ce qu'on veut attendre, mais dans l'action ponctuelle, élémentaire, pendant un quart d'heure, c'est la confusion du combat. La contre-attaque arrive, le groupe qui est sur la crête l'arrête quelques minutes. Je me souviens que je me suis trouvé à me battre pendant 5 minutes, je m'excuse, dans les watters de l'usine, qui était assez grand, et on tirait un coup de mitraillette là-dedans, dans les chiottes, enfin c'était extravagant. Les Allemands deviennent donc maîtres de la ville. Mais ils partent par des planeurs, attachés les uns aux autres, 5 ou 6, accrochés à un avion, et ils partent surtout par voie de mer, des bateaux de différents tonnages, et surtout des péniches. Les unités françaises arrivent ici. Et alors commence un tir de harcèlement de la part des troupes françaises auxquelles répondent les bateaux allemands qui sont encore ancrés dans le port de Bastia. Et on assiste à un spectacle extraordinaire. C'est que ces tirs entrecroisés par balles traçantes forment au-dessus de la ville la coiffe véritablement d'une résille de feu
qui durera pendant des heures. Grâce à cette attaque jumelée des patriotes et du groupe du bataillon de choc, Konka n'aura pas été investi et ne sera pas un nouvel Oradour-sur-Glane. C'est une opération qui envoie des coups d'épingle dans tout le dispositif allemand, le long de la côte, parallèlement aux actions spécifiques de la résistance. Si les Allemands avaient pu investir le village, ils se seraient dirigés certainement sur Ajaccio. La résistance et les combats coûtent 100 vies aux patriotes. Le bataillon de choc perd 30 hommes environ. Les Italiens, 350. Et les Allemands, plus d'1 millier. Et c'est la seule fois où il y a eu une union vraiment intime entre les patriotes et les troupes régulières, les gens se soutenant les uns les autres, un peu comme l'alliance de l'aveugle et du paralytique. Ce département français, sans le savoir, va rendre les plus grands services non seulement à la France combattante, mais également à l'état-major interallié, parce qu'il va imposer cette nouvelle stratégie au centre de l'île de la Corse. Et ça, nous le devons aux patriotes eux-mêmes et à eux seuls. 5 heures après le départ du dernier Allemand, la population de Bastia se précipite vers le port, pénètre dans les hangars dans l'espoir d'y trouver des vivres. Vers les 11 heures, arrive un raid américain qui survole le port, voit tout ce monde, s'imagine que ce sont les troupes allemandes, et là, lâche leur paquet de bombes. Ce fut le raid le plus meurtrier qu'ait subi la population de Bastia. La Corse retrouve la liberté. L'air est plus léger. L'automne a des saveurs de printemps. On pourrait se croire en paix. La guerre continue. Elle continue d'abord parce qu'on continue à se battre dans les environs de la Corse, dans les airs et en mer. C'est un porte-avions qu'il faut installer là, c'est une base navale. Donc la guerre n'est pas finie, elle ne sera terminée que lorsqu'elle sera terminée en France et lorsque la France sera définitivement libérée. De la Corse libérée, des 22 aéroports qui y sont créés, décollent les avions alliés qui vont harceler les forces allemandes en Italie. Le débarquement allié sur les côtes de Provence ne peut plus tarder. Des souvenirs comme ceux-là, même vieux de plus de 30 ans, surgissent facilement des mémoires. Les hivers, l'oubli, les lessives n'en ont pas aisément raison. Parfois même, ils les enjolivent. C'était le bon temps, bien sûr, parce que nous étions fous d'enthousiasme. Nous faisions ça pour la beauté du coup, pour notre pays. Nous rêvions de bagarre. Et puis, ici en Corse, on n'aime pas tellement les Italiens. Et se battre contre les Italiens, pour nous, c'était réellement attrayant. Il y avait une communauté d'esprit qui peut-être s'est perdue depuis. Parce que tous les hommes ont toujours envie de se surpasser. Et pour nous, nous n'avions pas besoin d'inventer une méthode artificielle pour se dépasser, pour se surpasser. Notre pays était envahi, nous avions à le délivrer. C'était facile. Le bon temps, pas tellement. C'est le bon temps dans le sens de notre jeunesse, on avait 30 ans. Alors dans ce côté-là, c'est vrai, mais aussi c'est le temps où on a perdu des bons camarades, et même si on a eu la victoire, c'est quand même à un prix assez dur, et ça devient le bon temps peut-être aujourd'hui en pensant au passé, mais c'était dur, et pour tout le monde. À Bastia, au creux de la citadelle, la tourelle du Casabianca navigue entre l'histoire et l'oubli.